j'ai trouvé un autre POV pour changer. J'en ai plusieurs, donc du coup, on pourra passer de l'un à l'autre. Hmm. Ouais, c'est ça. Après, Amazon Prime, c'est encore différent. Amazon Prime, tu peux le faire mensuellement. Hmm. Moi, quand j'ai sub un streamer tous les mois, ça marque la somme, mais pas à qui ça va. Oui, moi aussi. C'est pour ça que je sub que deux streamers. Et les autres, si on me voit sub, ben, c'est qu'on m'a offert les subs. Sinon, d'habitude, je ne sub que deux streamers. C'est Simia et Kendro. Après, chez Simia, le problème, c'est les pubs, etc. Si on n'est pas sub. Chez Kendro, il n'y a pas de pub, puisqu'il est partenaire. Donc, il fait la pub, la propre pub de ce quoi il est partenaire. Et après, il n'y a pas de pub du tout pendant le stream. Donc, c'est bien, vous ne perdez rien du tout. Mais après, les plus petits streamers, eux, ils n'ont pas nécessairement les partenariats. Donc, du coup, voilà. Euh, Alors, je vais mettre ça en route. Vous me direz si le son, c'est bon pour vous. Euh, Et on va passer à, une nouvelle histoire, un nouveau témoignage. Par contre, je dois faire ça parce que, attendez, j'ai fait une boulette. Il faut que j'ouvre ça dans une nouvelle fenêtre. Voilà, c'est mieux comme ça. Sinon, après, à chaque fois, je vais galérer. Tout ça en compagnie de mon petit chachou qui est à côté de moi. Là, mon bébé. Voilà. Et on y va. À l'époque, mes grands-parents avaient un restaurant. Ma grand-mère m'a raconté qu'une fois, elle s'était retrouvée enfermée à double tour dans une pièce. Personne n'était dans le restaurant à part elle et il n'y avait pas de porte ouverte ni de fenêtre ouverte. Quelques années plus tard, la fille de mon grand-père est décédée et tous les deux m'ont affirmé entendre des bruits de pas à l'étage de l'escalier. Les deux chambres sont à côté, bien évidemment. Il n'était que deux. À mon tour, je regardais la télévision avec ma cousine dans une des chambres à côté du grenier. Ma cousine commençait à s'endormir, bref, rien d'exceptionnel. En allant aux toilettes, je descends les marches et je fais ce que j'ai à faire. J'entends quelqu'un qui descend. Pensant que c'était ma cousine qui voulait me faire peur, je dis « Amandine, tu es cramée, je t'ai entendu. » Mais pas de réponse. Je me lave donc les mains et en sortant de la salle de bain, je m'attendais à trouver ma cousine, âgée de 20 ans à cette époque-là. Je pensais qu'elle était derrière la porte pour me surprendre. Je passe donc juste la tête, mais personne. Les escaliers pour monter au deuxième étage sont en bois et pour descendre au rez-de-chaussée en béton. Je me suis donc dit qu'elles étaient descendues dans le bar en bas, étant donné que je ne l'avais pas entendu remonter en haut sur les escaliers en bois. Je descends donc et personne en bas. En remontant dans la chambre, ma cousine dormait. Je l'ai donc réveillée. Je me suis fait incendier au passage et elle m'a juré qu'elle n'était pas descendue. Cette scène m'a marquée car je ne trouve pas d'explication possible. Nous n'étions que deux dans le bâtiment et ce n'était pas un craquement de bois, mais vraiment un bruit de pas qui était le même que le mien 2 minutes plus tôt. Et
qu'en plus de ça, j'étais persuadée qu'il s'agissait de ma cousine qui descendait. Si quelqu'un a une idée sur ce que j'ai vécu, eh bien, j'aimerais une fois savoir. Des choses typiques d'événements que l'on peut vivre, en effet au niveau du paranormal, avoir l'impression d'entendre quelqu'un qui descend les escaliers, avoir l'impression que quelqu'un nous suit, entendre des pas derrière soi ou devant soi. C'est du domaine du paranormal s'il n'y a pas de... S'il n'y a personne, bien évidemment. S'il y a quelqu'un, alors là, c'est autre chose. Mais s'il n'y a personne, ça fait partie des aléas du para. Dites-moi, le feu, vous entendez bien ou est-ce que je dois le mettre plus fort? Le deuxième témoignage est celui-ci. J'ai décidé de vous partager d'autres expériences qu'il a pu m'arriver. Et pour celles-ci, elles sont pour la plupart très récentes. Non, ça va? Oui, on l'entend. Ok, c'est bon. J'aimerais dire avant tout que je suis quelqu'un d'empathique. Autrement dit, je ressens les émotions des autres personnes autour de moi. Je pleure facilement quand quelqu'un pleure à proximité, même sans voir ou entendre la personne. J'arrive aussi facilement à cerner les sentiments des gens à mon égard. Par exemple, je sais que quand quelqu'un me prend pour un bouche-trou, ce don n'est pas très fort, mais il marche avec quasi toutes les émotions et sentiments, sauf ceux de ma famille, malheureusement. La première est la plus ancienne, elle date de quelques mois. Je suis encore lycéen et je prends le bus pour me rendre au lycée. Un matin, vers 7 heures, alors que j'étais dans le bus depuis quelques minutes, j'ai été très surpris. Nous étions près d'un bois et nous arrivions dans un virage assez serré. J'ai l'habitude de m'asseoir au deuxième rang, mais ce jour-là, j'ai préféré me mettre tout devant. Je voyais donc parfaitement la route malgré qu'il faisait encore nuit. Donc nous arrivons dans le virage et là, les phares du bus éclairent un chat noir assis au beau milieu de la route. Le chauffeur freine assez fortement, sans piler cependant. Mais alors que nous n'étions plus qu'à 2 mètres du chat, il a disparu. À sa place, ne restait plus qu'un peu de fumée noire. C'est tout ce qui s'est passé, mais j'ai été agréablement surpris de voir que le chauffeur aussi avait vu le chat. Malheureusement, c'était la seconde fois qu'il conduisait notre bus et il n'a jamais été repris depuis. Toujours avec le bus, j'ai quelques petites expériences. Je connais quasiment toutes les personnes de mon bus par cœur. Je le prends tous les jours, matin et soir, depuis 2 ans. Donc, c'est plutôt normal. Quand quelqu'un de nouveau s'installe dans le bus, je le remarque tout de suite. Et comme je suis à l'avant, je suis très attentif aux montées et aux descentes des différentes personnes. Il m'est arrivé plusieurs fois de voir des personnes monter. Le chauffeur ne leur dit pas bonjour, ce qui est assez étrange dans un premier temps. Puis il s'installe souvent vers l'avant du bus. Je peux donc les garder à l'œil facilement. Et pourtant, il arrive à disparaître du bus sans problème. Ils ne peuvent pas sortir par l'arrière puisque nos chauffeurs n'ouvrent jamais la porte arrière. Et je les aurais vus descendre à l'avant. Cela m'amuse presque quand je remarque que j'ai partagé mon bus avec quelqu'un que j'étais le seul à voir. C'est pour l'ambiance au son du feu. Ah oui, mais n'oubliez pas, Lily, j'ai retrouvé le saucisson. Le saucisson,
Quel saucisson? Qu'est-ce qu'elle me raconte? C'est vrai que Ryan, il n'a pas vu les derniers lives au coin du feu. Coucou Shalom, comment vas-tu? Ça swing? Yes, ça swing. La troisième aventure, j'ai toujours été fortement attirée par la voyance, principalement le tirage de cartes, sans jamais savoir pourquoi. Je me suis donc essayée au tirage avec un jeu classique. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que je ne m'attendais pas à un résultat aussi positif. Sur 8 tirages, 7 se sont retrouvés parfaitement corrects sur le passé et le présent de la personne concernée. Pour donner un exemple, j'étais sur le point de mystifier mon jeu de cartes à base d'essence naturelle et mes 3 cartes du présent ont été la nature, l'eau et la magie. Troublant, n'est-ce pas? Et comme je l'ai dit, ce n'est qu'un exemple. Depuis, je l'ai mystifié, mais je n'ai pas eu l'occasion de trop l'utiliser, malgré le fait qu'il semble que j'ai aussi un don pour cela. Je t'ai expliqué que j'avais acheté un saucisson, que je l'avais rangé dans le placard de la cuisine et que je ne le trouvais plus. Non, tu ne m'as pas expliqué. Mais maintenant, je sais que c'est arrivé et que maintenant, tu l'as retrouvé. Mais j'aimerais savoir où tu l'as retrouvé, ton saucisson. Ah, je vous jure. Où était caché le saucisson, du coup? Enfin, dernier événement qui n'en est pas un. C'est plus une question que je me pose et j'ai moi-même du mal à y croire. Pour faire simple, il va être question de vampires. Et avant de commencer, il faut savoir que je sais beaucoup de choses sur le surnaturel sans jamais les avoir apprises et pourtant, à chaque fois, c'est véridique. Est-ce que c'est encore le cas? Je ne sais pas. Mais vous pourrez peut-être m'aider. Dans l'armoire de salle de Non, Caro ne connaît pas l'histoire du saucisson. Je ne pense à rien du tout. Mais qu'est-ce que c'est que cette façon détournée sur mes paroles? C'était là. Tu voulais le laver. Donc, il est passé de ton armoire de cuisine à ton armoire de salle de bain. Oui, je me doute que tu aurais préféré retrouver ton pull. Ton pull, il doit être dans les limbes. Caro. À mon avis, il y en a un, il devait vraiment avoir froid, il l'a revêti, il avait bien chaud, il n'a pas voulu te le rendre. Donc, il y a à peine une semaine, je ne sais plus exactement comment d'ailleurs, j'ai commencé à suspecter d'avoir un ancêtre vampire. Il me paraît évident qu'ils ont existé à une époque, mais je suis persuadée qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Pour moi, ils ont survécu en mêlant leur sang à celui des humains, faisant des enfants hybrides. Au fil des générations, le pourcentage de sang vampire diminue assez logiquement. Mais alors, pourquoi je pense à ça? J'ai toujours eu un certain nombre de caractéristiques physiques et mentales qui me semblaient naturelles, mais qui, mises les unes avec les autres, deviennent étranges. Mes yeux supportent mal le soleil, mais s'habituent très vite dans le noir. J'ai horreur que quelque chose ou quelqu'un me touche le cou. L'odeur de la menthe m'est désagréable et le goût me fait tirer au cœur. J'ai l'habitude de vider le jus des aliments avant de les manger sans m'en rendre compte, par exemple pour la viande rouge ou les tomates. J'ai un rythme de vie nocturne, c'est-à-dire que toute la journée, je suis très fatiguée. Mais dès que le soleil se couche, je ne le suis plus du tout. J'ai une émotion assez forte, notamment la colère. Et pour finir, j'ai 3 canines qui sont exactement identiques à des incisives, donc elles ne remplissent pas bien leur rôle, mais la canine du haut à gauche est au contraire très pointue. Appuyer légèrement son doigt dessus peut faire facilement saigner. Je commence à me poser cette question
depuis très peu de temps, mais j'ai remarqué que toujours, depuis peu, je suis très facilement irritable. Mes émotions sont très fortes et surtout, j'ai constamment une espèce de faim étrange que je n'ai jamais eue avant. Elle est légèrement rassasiée quand je mange, mais jamais complètement. Je me surveille donc étroitement pour savoir si cet héritage familial est bien véridique ou si c'est juste moi qui me monte la tête tout seul. Voilà, c'est tout pour le moment et c'est bien suffisant. N'hésitez pas à venir discuter et de me dire ce que vous en pensez. Je ne mords pas, enfin je crois. Hello gros charou, tu manges sous la douche ou bien quand tu prends un bain sûrement ou rien à voir? Non, à mon avis, Caro, elle a rangé son saucisson dans, dans son meuble de cuisine et il a disparu. Et là, en allant dans le meuble de sa salle de bain, elle a retrouvé son saucisson qui était dans la cuisine. Il faut savoir que ce soit chez Caro ou même chez Aurora ou chez moi, il y a souvent des objets qui disparaissent et puis qui réapparaissent dans des endroits où ils ne devraient pas être. Donc, c'est assez régulier de ne pas trouver des affaires où je les ai rangées. Ici, c'est pareil. Après, je me dis, mais c'est pas normal. Pourtant, je ne suis pas folle à ce point-là, parce que c'est vrai que parfois, quand vous rangez plusieurs choses, eh bien, vous pouvez les mettre dans un endroit avec d'autres choses, et puis vous dire, oh, mais où est-ce que j'ai rangé ça? Et vous vous rappelez plus. Mais là, quand on se rappelle d'où on a rangé la chose, et puis qu'on va voir pour la voir, et qu'elle n'est pas à cet endroit-là, et que plusieurs jours ou plusieurs semaines après, voire même plusieurs mois, on le retrouve à un endroit qui n'a rien à faire, ou ça n'a rien à faire à être là, et on a été auparavant, et on ne l'a pas vu, bah, c'est vrai que c'est chelou, hein, j'avoue. Hein. C'est ça, c'est toujours des endroits improbables. C'est abracadabrant. Ah ben, il dort bien, mon petit chachot. Hein. Juste en face du feu, il est. Ah, mais là, je suis sûre et certaine de l'avoir rangé dans l'armoire du haut sur la deuxième étagère à droite. Voilà. Le pire, c'est que je place un objet et je me retourne et l'objet disparaît en 3 secondes. Oui, mais ça arrive, hein. Ça arrive. Nous, on a ça. C'est quand on a eu ça avec la tapette à mouche, c'était au bon temps. La tapette à mouche était sur la table et on en avait besoin pour tuer des mouches, tout simplement. Et impossible de la retrouver. Donc je commence à regarder partout dans la cuisine. Impossible de trouver cette tapette à mouche. Et le lendemain, elle était à terre, vous savez, ma table est contre un radiateur, mais si elle était tombée, elle est orange, la tapette à mouche, hein, donc elle est visible. Et elle était coincée entre la table, le radiateur et le buffet. Sauf que c'était impossible qu'elle soit là, hein, vu que je me suis mise et que j'ai regardé en dessous du radiateur, en dessous de la table et tout. Donc, je l'aurais vue si elle avait été là. À mon avis, c'est Garcimore qui a enfin réussi un tour, oui. Ça passe dans un autre espace-temps, oui, c'est ça. Alors, l'histoire suivante. Bonjour, je vais vous partager plusieurs expériences que j'ai pu vivre. Tout d'abord, il faut savoir que j'ai des dons. Et si c'est à première vue plutôt sympa, ils se renforcent avec le temps et ce n'est pas pour me rassurer. En bref, j'arrive à ressentir la présence d'esprits
et je ne les vois pas et je ne les entends pas, mais j'arrive à les ressentir et je ne saurais pas trop comment l'expliquer. Donc, première aventure, si je puis dire. À vrai dire, il s'agit plutôt de plusieurs événements qui correspondent à un de mes dons. J'avais un chat qui était vieux. Il avait 18 ans, mais il était quand même en assez bonne forme. Une nuit, j'ai rêvé qu'il était décédé, chose qui ne m'était jamais arrivée avant. Le lendemain, j'ai appris qu'il était mort. J'avais encore un chien et un chat. Mon chien était très malade et il avait eu plusieurs rechutes. Une nuit, comme mon premier chat, j'ai rêvé qu'il décédait. Et vous devinez quoi? Le lendemain, ma mère l'a emmené au veto et on a dû l'euthanasier parce qu'il faisait une hémorragie. Restait mon chat. Il avait 2 ans, en pleine forme et n'avait jamais eu de problème. J'ai rêvé à moi, à rêver qu'il décédait et un jour, on l'a en effet retrouvé décédé. C'est glauque et morbide, me direz-vous, mais le pire est à venir. Tout ça s'est passé il y a quelques années durant ma 3e. À la fin de mon année, la veille des résultats du brevet, j'ai rêvé qu'un gars de ma classe se suicidait en se tirant une balle. Eh bien, 2 jours plus tard, j'ai appris que ce garçon s'était effectivement suicidé en se tirant une balle. Ma dernière expérience de ce type est arrivée il y a bientôt 1 an. Là, je me suis réveillée un matin, mais je ne me sentais pas bien du tout. Je savais que quelque chose de négatif allait arriver. Et de fait, j'ai appris que le père d'une de mes amies était décédé. Je vis dans la peur quotidienne de rêver d'un décès. Mais ce matin, enfin cette nuit, j'ai appris que ce don s'est développé. En effet, j'ai rêvé que 3 chatons étaient nés. Et au petit déjeuner, ma mère m'a dit que notre chatte avait eu des petits. Cela dit, ce développement ne me dérange pas plus que ça. J'ai appris que les chats écailles du tortue sont des bons chasseurs de fantômes. Je vais donc remettre à ma chatte un t-shirt des ailes de l'étrange. Ah ben je dois en mettre un aussi à Puce alors, parce que c'est une écaille de tortue, à Nana et à Toufi alors. Parce que ce sont 3 écailles de tortue. La deuxième expérience que je vais vous partager, c'était la nuit et j'essayais de m'endormir. Je précise que ma chambre est à l'étage. J'ai entendu un bruit de pas dans l'escalier, plus précisément de barrière. En effet, il y a une barrière pour empêcher notre chien de monter à l'étage. J'avais l'impression que quelqu'un s'amusait à lever légèrement la barrière et à la lâcher. J'ai donc été voir, j'ai allumé la lumière de l'escalier et là, j'ai vu en bas de l'escalier, accroupi en train de jouer avec la barrière, le père de mon ami, ce même qui était décédé plusieurs mois auparavant. Il fait partie des rares esprits que j'ai pu voir aussi clairement qu'un humain vivant. Autant vous dire que j'ai été terrorisée et je me suis retrouvée sous la couette illico. La 3e et dernière expérience que je vais vous partager, elle remonte à quelques jours. Je dormais avec ma chatte et donc ma porte était entrouverte au cas où elle voudrait sortir de la chambre. Elle ne dormait pas encore puisque je l'entendais ronronner. À un moment, elle s'est tue et je me suis dit qu'elle s'était endormie. Mais quelques secondes après, j'ai entendu des petits bruits de pas dans l'escalier, des bruits qui ressemblaient comme 2 gouttes d'eau à un chat qui monte. Sauf que je n'ai plus que elle et qu'elle était à mes pieds. J'ai donc soupçonné mon ancien chat d'être encore dans la maison en tant qu'esprit. Et là, mes doutes se sont renforcés. Les bruits sont montés sur le palier et se sont arrêtés juste devant ma porte et un peu comme si le chat s'était assis et m'observait depuis l'ouverture de la porte. Je fermais les yeux et je n'étais pas bien. Et au bout de 5 minutes après, les bruits ont recommencé, mais cette fois-ci, ils descendaient l'escalier.
Quelques secondes après, les bruits ont disparu, ma chatte s'est levée et est descendue. À la vitesse à laquelle elle s'est élevée, j'ai tout de suite compris qu'elle ne dormait pas, mais qu'elle était juste restée silencieuse. Voilà, ce sont mes mésaventures, c'est avec plaisir que je vous les ai partagées. Voilà, voilà. Après, c'est vrai que au niveau des au niveau des rêves prémonitoires, j'ai jamais eu le fait d'avoir un animal qui décède après avoir fait ce style de rêve. Coucou Carpaccio, comment vas-tu de ton boulot, dis-nous. Et mais j'ai déjà rêvé que un de mes animaux Hardy, plus précisément, était extrêmement malade et faisait une crise. Et quand je me réveillais le lendemain, il y avait un décès. Mais un décès humain. Comment vas-tu, Carpaccio? Mes enfants, j'ai froid, c'est abusé. Pourtant, je suis sûre qu'ici, il ne fait pas froid. Vous verrez, Chachou, comment il est bien mis. Super, cet âtre et ta douce voix réchauffe mon cœur. Oh, mais que c'est mignon. Merci, Carpaccio, c'est gentil. Mais j'en ai plusieurs. Et je changerai au gré des semaines. Au moins, on n'aura pas tout le temps le même arrière. Alors celui-là, je le trouve magnifique aussi parce que il y a l'âtre du feu, il y a le château en fond, le salon avec la bibliothèque, la neige qui tombe. Je trouve ça tellement beau. J'avais même pas vu la cam. Tu te fonds dans le décor. Oui, c'est parce que je suis dans le haut. C'est pour ça. C'est pour ça que je l'ai mise dans le haut. Même pour le gaming. Parce que quand elle était dans le bas avec le gaming, qu'il y avait des discussions et des choix à faire, ça venait en plein. Donc j'ai préféré la mettre en haut. Je suis dans la bibliothèque. Donc voilà. L'histoire suivante est une histoire sur... c'est un témoignage d'OVNI. Sauf la couleur du canapé, je préfère blanc. Ah non, moi j'aime bien le violet. J'adore le violet. Après, tu verras, David, il y a des POV tous différents. La semaine passée, c'était aussi une bibliothèque, mais différente, avec un feu. Puis j'en ai un aussi, ça je le mettrai la semaine prochaine, vous verrez. C'est comme un genre de petit salon de sorcière, avec un feu aussi, des potions. Il est très joli. Mais vous avez en fond, vous avez l'orage avec la pluie et le feu. Ce témoignage d'OVNI est un témoignage qui a été vu au col de Vence. Oui, j'en ai aussi sur mes streams Twitch avec des gros chats. Oui, il y en a aussi avec des chats, en effet. Mais je cherche des streams assez longs parce que s'ils font une demi-heure, à chaque fois je dois changer. Il y a maintenant une dizaine d'années, j'étais domiciliée à Vence, dans les Alpes-Maritimes, une petite ville au pied du col de Vence.
endroit connu des amateurs d'observateurs d'ovnis. Je n'y croyais jusqu'alors pas du tout. Mais un soir, en rentrant de chez un ami avec ma compagne de l'époque un peu alcoolisée, il s'est passé la chose suivante. Au-dessus du col, plusieurs petites lumières d'une couleur verdâtre fluorescente se suivaient dans le ciel en réalisant des mouvements circulaires. Il faut que je spécifie que le ciel était alors très clair, avec aucun nuage et toute la voûte céleste visible sans altération. Quand j'eus annoncé à ma compagne d'abord ce que je voyais, avant même de regarder, car c'était elle qui conduisait, elle mit ça sur le compte de mon ébriété, ce que je peux comprendre avant de se retourner et d'observer le même phénomène que moi. Nous nous sommes garés et avons observé ce spectacle pendant quelques instants avant que ces lumières disparaissent avec un phénomène que je qualifierais d'absorption dans le ciel nocturne. Aucune activité humaine qui m'est connue n'aurait pu réaliser les mouvements que je vous ai décrits. Les instants de cette soirée restent à jamais gravés dans ma mémoire et semblent corroborer des témoignages autour de ce lieu nimbé de mystère. Les animaux en général, sauf ceux qui désirent me manger. Mais même pas David, parce que ces animaux qui veulent nous manger, c'est pour eux survivre. Donc c'est la loi de la nature. Donc un très joli tigre ou un très joli lion ou une très jolie panthère, voilà, c'est juste parce qu'ils veulent survivre. L'histoire suivante se passe à Haïti. Alors, attention, c'est attenant avec les pratiques de la sorcellerie contraire au vaudou. Je venais d'avoir ma fille. Elle était absolument superbe et ce n'était pas un bébé à problème. Je précise, je vis à Haïti, Caraïbes, Grande Antilles, où la pratique de la sorcellerie, contrairement au vaudou, est monnaie courante. Depuis quelques jours, ma fille se réveillait juste avant minuit en pleurant à fendre l'âme. Elle hurlait de terreur et il était donc impossible pour la maison de dormir dans ces moments-là. Une nuit, j'étais profondément endormie avec elle à mes côtés quand elle a commencé à geindre et à pleurer alors qu'elle ne s'était pas réveillée. C'est alors que j'ai entendu un cochon. Il semblait énorme en dessous de la fenêtre de ma chambre. Il n'arrêtait pas de grogner, de produire des sons étranges et traîner une chaîne qui faisait un bruit atroce. On dirait que celle-ci ne pouvait effectuer que des cercles. Le porc ne restait qu'en dessous de ma fenêtre et, mis à part ma mère qui a accouru, dont je l'avais entendu aussi, personne, mis à part nous deux, n'avait conscience de rien. Ce jour-là, ma fille se tordait et hurlait comme je ne l'avais jamais entendue. Aucune de nous n'a pu dormir ce soir-là. On a prié jusqu'à épuisement et le porc avait l'air en colère et est resté jusqu'à 4 heures du matin. Ensuite, la pauvre enfant s'est calmée et on a pu se reposer. Je tiens à préciser que nous habitons un quartier résidentiel et que jamais je n'ai vu d'animaux, mis à part les animaux domestiques. Je pense sincèrement que quelque chose a voulu me voler mon enfant ce soir-là. Après des recherches, j'ai su que ce qui était venu nous visiter s'appelle un baka
dans le terme créole. C'est un monstre hideux envoyé par un sorcier pour enlever les enfants, surtout les nouveau-nés, prisés pour leur âme pure et pour leur grande qualité d'énergie. On parlait d'amour, je peux aimer quelqu'un qui veut me manger car ma survie crée la peur justement. Poursuivi, je parle pas de lion qu'on voit à la télévision. Je comprends ce que tu veux dire. Tiens, on l'a lu la semaine passée, celle-ci. Celle-ci s'appelle La mystérieuse créature au Portugal. Ce jour-là, mon beau-père me raconta une histoire tout droit venue de son enfance. Il devait avoir 4 ans, tout au plus. À l'époque, les villageois n'avaient pas de voiture et circulaient à pied pour pouvoir passer d'un village à l'autre au sein de la nature aride de la région. Il rentrait donc avec sa belle-mère du hameau appelé Villa Boim pour rejoindre leur maisonnée située dans la bourgade de Varches, région dans le centre du Portugal. Alors qu'ils marchaient tous deux dans l'obscurité la plus complète et le calme, seulement le bruit du vent se faisait entendre et quelques bruissements au sol. Je vis d'un coup une gigantesque ombre au-dessus d'eux, passer d'un côté à l'autre du sentier sans un seul craquement ni souffle de vent, ce qui était tout bonnement impossible. Lorsqu'il me décrivit la créature, il dit elle devait être aussi grande qu'un cheval, sombre comme la nuit, tout en pouvant s'élever dans les airs au-dessus de leur tête. Une fois passé en une fraction de seconde, il se retourna vers sa belle-mère et demanda ce que c'était. Elle le regarda droit comme un i et lui ordonna de ne jamais en parler à personne, car de toute évidence, personne ne le croirait jamais. Il a gardé ce secret jusqu'à ce qu'il connaisse l'amour de sa vie, son épouse, avec qui il partagea cette expérience. Lorsque vint le moment de trouver un logement avec son épouse, ils cherchèrent dans tous les patelins de la ville, excepté celui de Villaboyne, où il redoutait de revoir la bête. Il devint père et grand-père et il nous conta à tous cette expérience complètement farfelue. Et pourtant, on ne peut plus vrai. À mon retour du Portugal, après nos vacances d'été, cette histoire me hantait tellement que j'ai débuté quelques recherches afin de savoir si la créature existait. Ne le sont jamais cependant, car mes recherches furent infructueuses. Mais si vous désirez vous balader dans les environs de Villaboyne, eh bien, j'espère que vous verrez cette créature. Même ceux qui me mangent. Elle est comme moi, Carpaccio. Pour moi, un animal reste un animal et oui, je comprends ce que tu veux dire, David, quand tu parles de survie. Mais je ne ferai jamais de mal à un animal sauvage. Sauf si, évidemment, il y avait vraiment des risques. Mais sinon, si je les vois et qu'ils me laissent tranquille, c'est pas moi qui vais aller les embêter. D'ailleurs, j'adore les loups, par exemple.
Et j'ai eu l'occasion une fois d'entamer une discussion, si on peut dire ça, avec un loup blanc dans un parc animalier au Monde Sauvage d'Ewaï, tout près de Liège. Il était juste derrière la grille. Et il y avait un fil électrifié et moi j'étais juste derrière ce fil. Et au début je l'ai appelé, donc il est venu tout près du fil. Et après je lui parlais et il était là, il me regardait avec intérêt, mais à aucun moment il a montré l'écrou ou quoi que ce soit. Euh, je pars du principe que les animaux sauvages, on doit les laisser tranquilles et qu'ils n'attaquent vraiment que quand ils se sentent menacés ou qu'ils ont, comme nous, hein, peur. Après, on a ceux comme les crocodiles ou les serpents, mais c'est exactement la même chose. Ce sont des animaux qu'il faut laisser tranquilles. Donc voilà. Alors, l'histoire suivante parle du Wendigo, qui en langue amérindienne s'appelle le Wendigo-Wak. Il fait partie des créatures mythiques des Amérindiens. Ce mythe a eu tellement de succès qu'il a inspiré des films comme celui de Cimetière, sorti en 1989, Cimetière 2 en 1992, un remake en 2019 et même des jeux de société. C'est vrai, j'ai vu les films, enfin, le 1 et le 2, hein, ceux de 80 et de 90, parce que celui de 2019, j'ai jamais vu. Bon, après, derrière une clôture, il n'était pas vraiment sauvage, c'est ça. Mais je pense que même j'enverrai des sauvages, tu sais, je me tiendrai à distance, mais loin de moi l'idée de vouloir les terrifier. On fait tellement de choses sur ces pauvres bêtes qu'au jour d'aujourd'hui, je sais qu'on en remet, hein, on en remet dans certaines forêts, etc. D'ailleurs, j'ai partagé quelques vidéos sur des loups qui ont été filmés, il me semble que c'était dans les Vosges, qui ont été filmés et que quelqu'un a pu prendre à une certaine distance, mais ce sont des loups sauvages qui ont été remis en liberté, hein, parce qu'ils ont un travail à faire sur la chaîne alimentaire qui est important, tout comme les renards, qui sont aussi chassés, les ratons laveurs, etc. Donc voilà. On raconte que le Wendigo est un être maléfique, sanguinaire et même cannibale, un peu comme les ogres des films fantastiques. Son odeur est tellement atroce qu'on le sent arriver de très loin. Même ses grognements sont assez terrifiants. J'ai lu que certaines personnes qui se servaient de cette légende pour prétendre que les autochtones étaient cannibales et sanguinaires, et il a fallu que je me retienne, surtout dans un en particulier, car les propos ont été vraiment loin. Je lui ai dit de s'informer sur les gens qui vivaient là avant l'arrivée des premiers colons. Les vrais peuples cannibales, comme vous le savez, se font très rares, et chaque pays a des histoires de ce genre à raconter, mais on en parle très peu. Je ne connais qu'un seul cas de cannibalisme en Amérique du Nord. Il concerne une seule et unique tribu autochtone, et si cette histoire est vraie, il faut vraiment fouiller dans les livres d'histoire. C'est ça, je suis d'accord avec toi. Selon la légende, on peut invoquer un Wendigo pour qu'il dévore tout être humain ou même animal. Le Wendigo peut même manger des chasseurs qui viennent pour décimer le gibier. Il est quelquefois invoqué pour une vengeance, surtout pour une malédiction. Plus il mange d'humains, plus il devient maléfique. J'ai même entendu dire que certains de ces tribus offraient des personnes en sacrifice aux Wendigo afin qu'ils les laissent tranquilles le reste de l'hiver. Pour les rituels concernant cet être pour les Européens, si jamais vous venez au Canada, informez-vous auprès des
communautés autochtones si vous avez la chance d'être près de l'une de leurs réserves. Ou alors, allez voir les boutiques ou même dans les conseils de bande et ils pourront vous aider à trouver des informations pour que vous puissiez faire votre recherche. Si vous avez la chance de croiser un chaman amérindien ou une personne qui effectue ces rituels, posez-lui la question. Vous avez un village ancestral à Wedick, à Québec, où ils ont reconstitué le mode de vie d'avant les premiers colons. Coucou Méphisto. Le Wendigo est un être maléfique, incontrôlable, et les humains doivent unir leurs forces pour en venir à bout, car il est très puissant. Les autochtones l'ont décrit comme extrêmement grand, avec un corps humain, une tête d'animal avec des bois comme les chevreuils, original ou orignal ou caribou. Plus ils mangent d'humains, plus ils deviennent méchants. C'est incroyable. Selon les légendes, le cannibalisme de cet être le fait aller du côté obscur. L'histoire du Wendigo change selon les régions où les Amérindiens demeurent, mais les grandes lignes de l'histoire restent quasiment les mêmes. Il est même possible d'être possédé par un esprit de Wendigo, mais comme toute possession, elle vient avec des inconvénients, car comment être obsédé par la chair humaine et avoir un esprit très violent? C'est une vraie créature de malédiction venue d'un chaman. Ne jamais jouer avec cette légende. Il a mis des liens, sur les légendes du Wendigo et sur les légendes urbaines. Ce sont des vidéos, YouTube. Comment va Méphisto? L'histoire suivante se passe dans une petite maison, excusez-moi, en Gironde. Ça va jusqu'à maintenant, tous les témoignages sont assez soft, je trouve. Il n'y a pas vraiment de témoignages terribles dans ces histoires. Ça va monter, chouchou. Ça va mieux, merci Méphisto. Ça va mieux. J'ai beaucoup moins mal aujourd'hui que les autres jours, mais on va pas crier victoire parce que souvent le week-end, je lâche un peu prise sur mon travail, etc. Donc du coup, c'est normal que j'ai moins mal. Hier, j'avais déjà un peu moins mal, mais aujourd'hui, il y a une nette différence. J'ai un peu mal quand je me lève, mais comparé à de la semaine, vous m'auriez vu marcher. Je marchais vraiment, limite, il m'aurait fallu une canne. Et Nancy, quand elle m'a vu arriver, j'arrivais comme une petite vieille, comme ça. Je pensais jeudi. Oui, c'est jeudi. Je tenais mon côté parce que j'avais horriblement mal là derrière. Et je tenais mon côté comme ça et je boitais. C'était vraiment
Vraiment une vieille. Il m'aurait vraiment fallu une canne. Mais là, ça va mieux. L'histoire suivante, c'est un phénomène inexpliqué. Je m'appelle Laurent, j'ai 35 ans et cet événement a lieu avant mes 18 ans en présence de témoins. Ce n'est pas en soi extraordinaire, mais à ce jour, je n'ai aucune explication à donner. L'histoire se passe dans un petit village en Gironde, à moins de 250 habitants. Nous étions dans notre petite maison, à 50 mètres d'un vieux bâtiment, la mairie du village, et à l'entrée d'un bois lui-même situé à environ 200 mètres. T'as fait un malaise? Dû à quoi tu as eu ce malaise? Nous étions 4, moi et mes 3 cousins. Dans le salon, nous avons eu l'idée d'appeler des esprits, mais en faisant vraiment n'importe quoi. Nous étions tout le temps en train de rigoler et nous n'avons jamais pris ça du tout au sérieux. D'ailleurs, nous n'avons évidemment obtenu aucun résultat. Puis nous sommes allés nous coucher dans la chambre voisine où nous avions continué à nous faire peur. Je dormais dans une mezzanine en haut, un cousin en bas et les 2 autres sur un matelas au sol. Donc en fait, lui il dormait comme ça, puis il avait son cousin qui dormait, c'était des lits superposés qui dormaient au-dessus, et les 2 autres sur des matelas au sol. Ça peut faire, hein, en effet. Il suffit que ton corps ait une mauvaise réaction à une substance qu'il y a dans le médicament, et paf. Soudainement, je vois passer une petite lumière blanche rapidement devant moi, ce qui me surprend. Je le dis à mes cousins qui se moquent de moi. J'insiste et leur demande d'allumer la lumière, sans résultat. L'un d'eux allume la lumière du couloir, de la cuisine. Rien. Ce qui suffit à suffisamment éclairer la chambre, bien évidemment. Je trouve alors l'ampoule du plafonnier de mon lit. Celle-ci a été éjectée du plafond en diagonale, de haut en bas, en passant devant mon visage. Aucun de mes cousins ne peut avoir fait cette blague. Il aurait fallu une échelle pour accéder à l'ampoule ou monter sur mon lit. Évidemment, nous sommes restés calmes après ça et nous nous sommes couchés. J'ai mal dormi, mais l'histoire s'arrête là. Ce n'est pas grand-chose, mais je garantis que c'est vrai. J'ai également vécu un autre phénomène que je raconterai plus tard lorsque j'étais petit. Non, surtout dormir 3 heures par jour, c'est pas assez. Heureusement, un infirmier était en train de me faire une prise de sang quand je m'allais. Ah oui, en effet. Ou ils sont trop forts pour lui, ou alors il y a un composant, Stella, qui ne lui convient pas, qui ne convient pas à son corps, tout simplement. Ça peut arriver, hein. Celle-ci est une expérience paranormale vécue. Oui, il faut se reposer, il faut faire attention, mais après, quand on ne dort pas, Stella, même quand on nous dit oui, mais il faut vous reposer, c'est facile de dire ça. On se repose, certes, on s'étend, certes, mais si on n'arrive pas à trouver le sommeil, c'est très énervant, en fait, d'être allongé et de ne pas trouver. N'appuie pas sur le clavier, chouchou, hein. Attends, je vais le pousser. Voilà, chérie. Ça peut être très énervant d'essayer de trouver le sommeil et de ne pas y arriver, hein. Donc du coup, on ne sait pas se reposer parce que rester comme ça dans le noir à attendre que le sommeil vienne et qu'il n'arrive jamais, c'est pas commode du tout, hein. Perso, si j'arrive pas à dormir, je préfère me lever plutôt que de rester dans le lit en train de regarder les étoiles qu'il y a au-dessus de mon plafond et de regarder l'heure qui défile, hein. Donc cette histoire nous dit ceci.
Pour commencer, je vous explique le contexte. Ma grand-mère est décédée dans l'appartement de ma cousine, qui est situé à côté de celui de mon cousin, dont la famille, mes tantes, ma cousine et mon cousin, sont partis dans un autre pays pour la mise en terre. Je n'ai pu aller avec eux pour des raisons financières. La copine de mon cousin est restée aussi. Elle était seule dans l'appartement et y est restée pendant une semaine. Elle devait s'occuper des animaux dans l'appartement de ma cousine où ma grand-mère est décédée. Donc, ma sœur et moi allions lui rendre visite aussi souvent que nous pouvions pour l'aider. Attendez, parce qu'il y a Chachou, il pousse mon écran. Ça va, Chachou, je te dérange pas? T'as pas assez de place? Donc nous y sommes allés, et pendant qu'elle nourrissait les chats, je sortis le chien, qui elle se faisait vieille et qui a besoin qu'on la porte pour descendre les escaliers. J'ai déposé la chienne en bas et je suis remontée. En remontant, j'ai vu à la fenêtre de ma cousine une main qui tenait le rideau. Avec le soleil, je voyais bien les doigts et la main, mais derrière, vu que ça n'était pas éclairé, je ne voyais qu'une silhouette qui me regardait. Alors bon, j'ai continué à avancer en pensant que c'était ma cousine, la copine de mon cousin, excusez-moi. Je me suis directement rendue chez mon cousin et j'ai dit à ma sœur, en pensant que nous n'étions que tous les deux, « Bon, c'est quand qu'on rentre ? J'ai faim, je me suis ennuyée. » Et là, j'ai entendu la copine de mon cousin descendre les escaliers du premier étage, sueur froide. J'ai dit « Oh non !» Je lui ai expliqué ce que je venais de voir et elles ont eu très peur. On a donc pris les clés et nous y sommes allés. Nous avons fouillé partout, mais personne. Quand ma cousine est rentrée, je suis allée chez elle et je me suis mis à l'endroit où se trouvait la personne que j'avais vue. Il y avait une machine à laver, donc personne n'aurait pu se mettre à cet endroit. J'étais avec ma sœur et une amie à nous dans la voiture. J'étais assis à l'arrière, au milieu. Ma sœur côté passager et notre amie côté conducteur. Nous étions garés en bas de chez moi et nous parlions quand deux de nos voisins sont venus à la gauche de la voiture dont on a baissé la vitre. Nous discutions avec eux et je regardais dans la direction où je leur parlais. Quand j'ai senti un coup sur mon épaule droite, un coup assez fort pour entendre le bruit sur ma veste à côté de mon oreille. J'ai directement tourné la tête et rien. La vitre était fermée et ma sœur était en train de parler. Sur le moment, je n'ai pas calculé et j'ai continué à parler. Puis, après, je leur ai demandé qui m'a donné un coup d'épaule, mais personne ne m'avait donné de coup. Celle-là, je n'ai pas compris. Si j'écoute une musique, je l'entends en boucle pendant plus de 3 heures. Je comprends tout à fait. Peut-être que dans cette musique que tu écoutes, peut-être qu'il y a quelque chose à comprendre, non ? Je sais jamais. Ma dernière expérience est la suivante. Oui, il y a peut-être un sens là-dedans. Nous étions, ma sœur, un ami, son frère et moi, en train de nous balader dans une forêt à côté de chez nous. Cette forêt, nous la connaissons par cœur. Il y avait un parc avec des animaux en haut d'une colline, des chèvres avec un berger. Donc nous nous baladions et j'ai vu un chemin que nous n'avions jamais emprunté. Je leur ai dit, je passe devant. Ils étaient un peu plus loin derrière, il y avait un chêne.
Je l'ai enjambé et j'ai marché. Je regardais devant moi, vu que je ne le connaissais pas. Je marchais. Et là, je ressens un choc dans mon estomac. Un choc hyper violent. Ce qui me fait m'arrêter brusquement. Je ne sais pas pourquoi. J'ai instinctivement regardé sur ma droite. Et il y avait une petite montée, un champ immense de vignes, et j'ai vu une chèvre décédée entre les vignes à côté de moi. Il n'y avait pas d'odeur, et ça c'était assez intriguant. Je suis donc allée voir, et j'ai vu qu'elle avait un énorme trou sur le flanc droit, et un autre au niveau des fesses. Mais des trous énormes. Ce qui me paraissait bizarre, c'est que cette chèvre soit autant éloignée de la colline, qui était vraiment très loin, et qu'elle avait été tuée alors qu'il n'y avait pas de chasseurs dans cette forêt ni dans les vignes, et que les chèvres sont protégées. Mais le plus bizarre, ça a été mon ressenti. Je ne pourrais exprimer pourquoi, en passant à côté de cette chèvre, j'ai ressenti un intense choc dans mon estomac et instinctivement avoir regardé sur ma droite où elle se trouvait. Voilà. 22h22. On va lire la dernière petite histoire pour aujourd'hui, qui est une expérience paranormale qui est liée à une projection astrale. Et ça peut être intéressant pour certains qui font des projections astrales. Et cette histoire a été écrite par la même personne qui a écrit le témoignage que je viens de vous donner juste avant. C'était le soir, j'étais dans ma chambre et mon père et ma sœur étaient en bas. Ils parlaient et j'ai entendu mon père lui dire « Tu ne rentres pas plus tard que minuit ». Elle allait voir mon cousin et ma cousine et elle répond « D'accord ». Donc moi, je me suis allongée et je me suis endormie et une chose étrange s'est passée. Je me souviens être debout devant mon lit et me diriger vers les escaliers. Je sentais que ce n'était pas un rêve. J'étais éveillée, mais je me sentais très bien, comme apaisée dans mon être, et tout était pareil, sauf que l'environnement et les couleurs avaient l'air légèrement floutées, mais très légèrement. Les couleurs étaient moins brutes, plus douces. J'ai descendu les escaliers et une fois en bas, j'ai vu mon père dans le salon et ma sœur rentrer. Dès qu'elle est rentrée, j'ai regardé le bureau en face de moi et j'ai vu un réveil, inconnu d'ailleurs, que nous ne possédions pas, où il était écrit 0000 en gros. J'étais entre mon père et ma sœur et ils me parlaient sans me voir. Je les ai regardés, puis je me suis réveillée et je me suis rappelée de tout ce qui venait de se passer et de tout ce que je venais de vivre, comme si je n'avais pas dormi. Je me suis levée et je suis directement allée voir mon père et je lui ai demandé « Ma sœur est rentrée à quelle heure ?» Il me répondit « À minuit pile. »« Vous avez parlé ?»« Oui, dit-il. »« Tu t'es réveillée ?» Je lui ai dit « Oui. » Et j'ai compris que ce que j'avais fait n'était pas un rêve. Tout s'est avéré juste et ça a validé mon impression de ne pas avoir dormi.
Rechad. Puis il y a un deuxième chapitre qu'elle a surnommé Mon beau-père. Déjà pour préciser, je ne m'entendais pas du tout avec mon beau-père. Ses habitudes, c'était de venir regarder la télévision avec ma mère chez moi. Bref, donc mon beau-père a eu un cancer découvert tardivement. Il a fait de la chimio, mais ça n'a duré que 3 mois. Jusqu'au jour où il est décédé. Cela ne m'a particulièrement pas touchée, juste attristée par l'idée de la mort sans plus. Puis par la suite, j'ai vu que ma mère était très triste, ce que je trouve normal à la perte d'un être cher. Un mois plus tard, c'était le soir vers 19h et j'étais dans ma chambre. Je me suis endormie et, comme dans l'expérience précédente, je me suis trouvée debout à côté du lit. J'ai marché vers la porte et je l'ai ouverte. Je suis allée dans la cuisine et j'ai vu dans le salon, sur le canapé, mon beau-père qui regardait la télévision et qui rigolait avec ma mère. Au début, je n'ai pas fait attention parce que il était quand même décédé. Puis d'un coup, je me suis rappelée. Donc je les ai regardés de la cuisine et j'ai pensé, mais ce n'est pas possible, il ne peut être là. Et je lui ai dit, tu ne peux pas être là, tu es décédé. Il m'a regardé et m'a dit que non. Donc j'ai insisté et insisté en lui répétant, mais il ne me croyait pas. Je commençais donc à avoir peur. Ce que je ressentais m'a poussé à essayer de réveiller la conscience de mon corps. Et je me disais, réveille-toi. Mais je n'y arrivais pas. J'avais l'impression d'y être réellement et d'être bloquée. J'entendais ma mère et ma sœur parler. Et il mangera après. Là, il dort, laisse-le. Donc, j'étais parfaitement conscient d'être bloqué dans cette réalité. La réalité que mon beau-père revivait parce qu'il n'était pas conscient de sa mort. Alors, je lui ai dit une fois de plus, tu es décédé. Il s'est levé du canapé. Attendez. Il s'est levé du canapé et il est apparu à côté de moi dans la cuisine. Il m'a redit non. Il n'était pas mort et je lui ai répondu, je sais que nous avons eu plein d'altercations par le passé. Je suis vraiment désolée, mais tu as eu un cancer et tu es décédé. D'un coup, le salon a changé et j'ai vu l'interrupteur d'une église lors d'une cérémonie, ce qui a attiré mon attention. C'est qu'il y avait beaucoup de violets. Sur les bancs, le tapis, tout était violet. Il faut savoir que le violet représente l'esprit, la spiritualité. Donc, il m'a regardé tristement et je lui ai dit, tu es décédé, tu n'as pas à rester ici. Et il a crié de douleur. Son aide s'est évaporée comme une fumée et je me suis réveillée. En me réveillant, j'ai eu une sensation très bizarre, comme de la fatigue, mais pas une fatigue normale. Et je me souvenais de tous les détails, comme si je venais d'y être, et que je n'arrivais pas à me réveiller. Les jours qui ont suivi, ma mère est allée de mieux en mieux, et la sensation pesante dans l'appartement a disparu, comme si on avait ouvert une fenêtre pour l'aérer. Il était coincé. Voilà l'histoire. Il était coincé dans le monde parce que il n'avait pas conscience d'être décédé. Et vous savez que ça arrive vraiment dans la vraie vie. Dans la vraie vie, il y a des défunts qui n'ont pas la conscience d'être décédés et qui continuent à vouloir vivre et ne comprennent pas pourquoi les humains, enfin leur famille ou quoi, ne réagissent pas. Et c'est dans ces cas-là qu'ils peuvent même créer des bruits, toutes sortes de choses que nous, on prend pour des poltergeists, puisqu'il y a des choses qui bougent, etc.
c'est parce qu'ils veulent montrer leur présence et en fait, il suffit juste de leur faire comprendre qu'ils sont décédés et qu'ils peuvent aller en paix à la lumière. Ça fait partie du travail, ainsi je pourrais dire, du passeur d'âme, c'est d'entamer un dialogue avec eux pour leur faire comprendre que leur place n'est plus dans ce plan-ci, mais dans un autre plan. Ça peut être parfois compliqué, hein, parce que certains ne veulent rien comprendre et là, malheureusement, on ne peut pas aller contre parce que même quand ils sont décédés, ils gardent leur libre arbitre. D'ailleurs, vous savez que certains, quand ils restent coincés par ici, sur ce plan-ci, et refusent d'aller à la lumière, il faut savoir que leurs guides viennent les chercher pour y aller. Mais si l'âme ne veut pas y aller, le guide doit respecter son libre arbitre et ne reviendra que plus tard lui proposer d'y aller. Et s'il ne veut toujours pas, malheureusement, le guide ne peut rien faire parce que le guide ou les guides, tout dépend de comment on le voit et de combien on en a, mais les guides ne peuvent pas forcer notre libre arbitre. Et c'est donc à nous d'avoir une discussion avec eux et de leur faire comprendre les tenants et les aboutissants et que c'est mieux pour eux d'y aller. Ça me fait penser à un film, je vois des gens qui sont morts et pour finir, le psychiatre, on le sait à la fin qu'il est mort, mais il ne le savait pas. Ça me dit rien. Il y a beaucoup de films de ce style, hein. En effet, j'en ai déjà vu aussi de personnes décédées qui se croient toujours vivantes. Et ça se passe vraiment dans la vraie vie, hein. Il y a des personnes qui n'ont pas leur âme n'ont pas imprimé qu'ils étaient décédés et souvent ça arrive dans des morts violentes, par accident, etc.